Alors, pour conclure cette belle journée, nous allons parler des perspectives de la cohorte E3N Génération. Alors, Gianluca, vous restez, voilà, vous êtes là, parfait, vous restez avec moi. Je vais inviter Alexis Elbaz, qu'on a également entendu tout à l'heure, à nous rejoindre, ainsi que Bruno Falissard et Nasser Boubena. Alors, Gianluca, Alexis, quels sont les développements en cours et quels sont les développements qui sont souhaités à plus long terme? Quels sont les défis pour l'avenir? Euh, je pense qu'on a parlé beaucoup de perspectives. Certainement, la nouvelle collecte d'échantillons biologiques sera une étape très importante pour le futur. Le chaînage avec le SNDS, le Système national de données de santé, c'est une autre étape très importante et je pense qu'on a compris aussi pourquoi. On pourra certainement élargir encore plus les thématiques et les études qu'on fait déjà. Et naturellement, le recrutement de la deuxième génération qui continue et la troisième génération et maximiser la participation dans ces nouvelles générations. Ça, ce sont vraiment les défis dont on a parlé aussi beaucoup aujourd'hui. Alors, parmi les autres défis, il y a également voilà, France 2030, il y a de nouveaux projets de recherche. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot, Alexis, des défis qui vous attendent? Alors, en effet, oui, il y a le financement France 2030 dont on a parlé, donc, dont l'objectif était de moderniser les cohortes. Alors, avec Constance et ELF, qui sont deux autres études en population générale, d'harmoniser les méthodes de recueil de données, puis de moderniser un peu des méthodes de collecte de données. Donc ça, je crois que ça va beaucoup nous occuper dans les années à venir. Voilà, il y a plein de choses qui sont prévues. On vient de parler des prélèvements, des selles, des enregistrements de la voix. Enfin, il y a toutes choses de sorte qui va être prévu. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est, je pense, peut-être important de dire aussi aujourd'hui, je trouve, c'est que vous avez vu qu'on vous a présenté beaucoup de résultats sur la première génération des femmes E3N, parce que voilà, il y a énormément de données, comme vous pouvez voir, en fait, à exploiter, qui sont très riches et plein de sujets à aborder. Mais vous avez vu aussi que ça a mis quelques années quand même pour, voilà, dans le graphique qu'a présenté Gianluca, finalement, les premiers travaux sur E3N, c'était après quelques années de collecte de données, puisqu'il faut collecter de données. Et je pense que c'est un peu au stade où on est aujourd'hui pour les hommes, en fait, parce que vous avez vu que pour les hommes, on vous a présenté moins de résultats. Et je pense que c'est important de dire que voilà, un des défis aussi pour nous, là, ça va être d'exploiter les données des hommes, enfin des pères, des enfants E3N, parce qu'il y a aussi énormément de données qui sont collectées. Donc je crois que c'est aussi un petit peu ça un défi pour nous, c'est finalement arriver à, à, voilà, exploiter ces données en collaboration avec d'autres équipes, bien sûr, mais aussi pour voilà, que ce soit des données qui ont été collectées pour quelque chose. Merci beaucoup, Bruno Palissard. Vous êtes psychiatre. Vous êtes en charge, vous êtes directeur du CESP. Alors, c'est quoi le CESP? C'est le Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, dont l'équipe Exposome et Hérédité en charge de la cohorte E3N Génération fait partie. Alors, quelle est la place de la cohorte E3N Génération dans la recherche en santé publique? Alors, d'abord, ça va. Oui, c'est pas trop fort. Au moins, Alors, ça marche. d'abord, il y a la question de la place de l'épidémiologie dans la santé publique. L'épidémiologie, on l'a vu pendant le Covid, ça sert à compter les maladies, mais ça sert aussi à essayer de comprendre pourquoi des gens vont devenir malades, pour d'abord faire de la prévention, pour empêcher qu'ils deviennent malades, et puis pour faire du dépistage. Si on sait que des gens sont à risque, par exemple avec le cancer, eh bien, on va multiplier les mammographies, etc. Et donc pour ça, on fait des études cas témoins et des études de cohorte, c'est-à-dire qu'on suit des gens dans le temps, et c'est beaucoup plus puissant en termes scientifiques parce que l'exposition arrive avant la maladie et donc la force de la conclusion est beaucoup plus importante. Et donc la fiabilité des résultats est plus importante. Alors pendant longtemps, on a fait ça, mais ça marchait pour des choses simples. Par exemple, le tabac et le cancer du poumon. Et même avec des choses simples, il a fallu quand même beaucoup de temps pour montrer que le tabac était un facteur de risque de cancer du poumon. Mais vous voyez, il y avait un facteur de risque et une maladie. Et avec ces études épidémiologiques, on a réussi à faire du coup, dire qu'il ne fallait pas fumer. Ce n'est pas encore gagné, mais on fait des progrès. Et puis, depuis, je dirais, 10-15 ans, eh bien, on a mangé notre pain blanc et il ne reste plus tellement de choses simples à trouver. Il reste des choses compliquées.
Et en fait, la majeure partie des choses, elles sont compliquées. C'est-à-dire qu'on a la réalité des maladies, c'est qu'il y a plein de petits facteurs de risque qui arrivent tout doucement au cours de l'existence et qui sont en interaction massivement les uns avec les autres et qui se transmettent de génération en génération. Et quand il y a des questions compliquées en recherche, eh bien, en général, ça complique la vie aussi des scientifiques. Il faut des dispositifs expérimentaux qui sont très lourds. Regardez les physiciens des particules, ben, ils ont besoin du CERN aujourd'hui. Ça fait 40 ans que ce truc existe et ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est indispensable pour pouvoir accéder aux choses qui sont compliquées en physique. Ben, troisième génération, c'est un peu l'équivalent du CERN en épidémiologie. On a besoin de dizaines de milliers de sujets suivis de leur génération, de mesurer le génotype, l'épigénétique, l'environnement, les PFAS, etc. et d'avoir des modèles mathématiques qui essaient de comprendre l'interaction de tout ça pour essayer de faire que, que nos revêtements anti-adhésifs sur les poils ils soient moins dangereux pour la santé. Merci beaucoup Nasser Boubena, merci d'être avec nous également. Vous êtes quant à vous directeur scientifique, chef du département biologie santé de la DGRI, nouvel acronyme qui signifie cette fois-ci Direction générale de la recherche et de l'innovation, et ça fait partie du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, oui, c'est un peu à titre à rallonge, quelle est la position de la DGRI pour pérenniser cette cohorte d'envergure et cette infrastructure de recherche ? Bonjour, merci pour. Je profite d'avoir le micro déjà pour remercier de cette invitation. Remercier également tous les acteurs de 3N, chercheuses, chercheurs et toutes les personnes qui ont participé, et en particulier donc aussi les membres fondateurs et cofinanceurs INSERM, Paris-Saclay, Gustave Roussy, MGEN, Ligue et nous qui sommes cofinanceurs. Comme vous le savez, pour nous au ministère, les cohortes sont vraiment des outils essentiels, fondamentaux, et je suis vraiment là pour réaffirmer ça. Et donc, on réitère notre soutien à ces dispositifs qui sont vraiment des instruments qui permettent de l'excellente recherche en santé. La DGRI a déjà soutenu le E3N, notamment depuis 2020, sur un relais post-investissement d'avenir, donc sur ce qu'on appelle notre PLF, notre acronyme qui est notre plan loi de finances. Et donc, on soutient annuellement de façon structurelle la cohorte. Et évidemment, on se bat pour continuer à soutenir continuer à soutenir ces outils qui je le répète encore une fois, sont des outils essentiels. Donc, il y a France 2030 aussi qui commence à structurer, qui nous permet aussi de structurer l'environnement global des cohortes, des données de santé, etc. Mais je reviendrai tout à l'heure. Je profite que vous avez le micro, ne le lâchez pas. Quel est l'avenir des cohortes en tant qu'objet scientifique ? Je vous pose la question à vous, mais ceux qui veulent répondre après seront tout à fait bienvenus pour le faire. Donc, en 2020, il y a eu un rapport de l'inspection générale de l'enseignement supérieur de la recherche qui portait justement sur les cohortes en tant qu'outil de recherche en santé, qui préconisait que la France puisse disposer de deux grandes infrastructures que sont les cohortes, et notamment donc, des infrastructures, des cohortes à plus de 500 000 personnes incluses, notamment des cohortes d'enfants à la naissance et des cohortes d'adultes à large spectre. On a trois grands challenges, je pense, pour les cohortes et d'autres petits challenges, mais qui ne sont pas si petits. Ce besoin qui a déjà été évoqué de croisement, de nombreux croisements avec des données, que ce soit des données administratives, donc y compris socio-fiscales, qui vont aussi mobiliser des ressources en termes de résultats d'examens cliniques, biologiques, imagerie, génétique, omique, etc. Donc ça, c'est un premier gros challenge de croisement de données. Le second, c'est de préserver la qualité des données et des méthodes d'analyse, notamment dans l'ère de numérique, digital, de l'IA, et aussi comment utiliser ces nouveaux outils numériques pour pouvoir encore accroître notre capacité d'analyse et de vision et aller plus loin sur les recherches. Le troisième, spécifique aux cohortes et à E3N et à d'autres cohortes comme E3N, c'est d'être à la fois un programme de recherche et une infrastructure de recherche. Et par là, ce que je veux dire, c'est à la fois mener ses propres recherches
ouvrir à des études ancillaires, mais aussi produire des données, les ouvrir à la communauté scientifique. Donc ça aussi, c'est un gros challenge. Donc ça, c'est les 3 gros challenges, mais dans les autres challenges, on a évidemment, donc, comme je l'évoquais, la question de la donnée de santé, des stockages, la question que France 2030 à laquelle France 2030 essaye de répondre, la coordination entre les différentes cohortes et les différentes études, la question des biobanques, du stockage aussi, de la réutilisation. Ce ne sont pas les défis qui manquent, effectivement. Ce pas les défis qui manquent, et je pense que c'est aussi de belles perspectives. On a des outils solides aujourd'hui, et je pense qu'on a de quoi faire il y a déjà de belles études et de belles recherches qui sont faites, et je pense qu'on a de quoi faire encore de belles choses. Est-ce que d'autres parmi vous souhaitent s'exprimer sur cette question des cohortes en tant qu'objet scientifique et de leur avenir? Pas particulièrement. Gianluca, je vous redonne le micro parce que je crois que vous vouliez dire un mot final. Oui, non, juste, je voulais, avant de terminer la journée, je voulais remercier vraiment d'abord Ariane Parlant qui nous a conduit à travers cette belle journée aujourd'hui, qui a été une journée scientifique, mais aussi un moment pour célébrer vraiment les presque 35 ans de la cohorte. Après, naturellement, la M-Jeune que nous a accueillis, merci pour ça, et aussi 2 personnes clés qui ont vraiment coordonné toute l'organisation. Camille Laplanche qui est là. On peut l'applaudir. Et aussi Anne Lhomme qui est là. Les personnes qui ont contribué à cette journée sont plusieurs et toute l'équipe. C'est vrai moi, j'ai pu observer en coulisses le travail phénoménal de Camille et de Anne. C'est un travail colossal que celui que vous menez pour faire toutes les études que vous nous avez présentées. C'est aussi un travail colossal que celui qu'elles ont mené pour organiser cette journée. Un tout petit détail purement pratique. L'INSERM essaye d'avoir des pratiques toujours plus vertueuses et dans une logique de recyclage, ne verrait aucun inconvénient à récupérer ce truc-là, à moins que vous ne souhaitiez le conserver, l'encadrer dans une vitrine, je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas spécialement de fétichisme par rapport à ce porte-badge, n'hésitez pas à le restituer. Merci évidemment à tous les participants à la cohorte et merci à toutes et tous qui êtes venus assister à cette journée. Vous avez une question, monsieur? Est-ce qu'on aura, Camille, la présentation envoyée par mail? Toute la journée a été filmée, il y a une captation. Voilà. Je me permets de répéter pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que Camille n'a pas le micro, ça va être découpé par partie et retransmis sur le site internet de l'INSERM. Donc, vous aurez une trace de ce qui s'est dit pendant cette journée qui était très ambitieuse en termes de programme. Merci pour d'avoir tenu jusqu'au bout, parce qu'il y avait vraiment des présentations intéressantes. Bonne fin de journée.